Comme Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Ils sont nombreux. Pas autant qu'il le faudrait. Certains sont en prison, certains sont calfeutrés. Ils se battent pour faire connaître la vérité, les vérités, contre vents et marées, et ce n'est pas toujours facile. Ils s'appellent les lanceurs d'alerte. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille vos deux invités. Alexandre Berthelot, il est biologiste et lanceur d'alerte sur le scandale Haemonetics. Il est membre de la Maison des lanceurs d'alerte. On accueille également Nicole-Marie Meyer. Elle est lanceuse d'alerte sur le scandale du Quai d'Orsay et responsable de l'alerte éthique au sein de l'ONG Transparency International France. Bien, bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre Berthelot, bonjour Nicole-Marie Meyer. D'abord, je voulais savoir... cette maison des lanceurs d'alerte, il y a une maison des lanceurs d'alerte, je suis sûr que beaucoup de gens, hélas, ne le savent pas, je ne le savais pas, et on est là pour en parler. Alors, comment est née l'idée, comment c'est venu, maison des lanceurs d'alerte? Alors, j'ai moi-même perdu mon poste dans la fonction publique en 2004 pour avoir 2 fois rendu à ma hiérarchie 2 dossiers confidentiels sous couvert hiérarchique, donc ça a remonté toute la chaîne, oui, sur des faits de corruption avérés, courtois, policés, avec des pièces comptables en attache. La première fois, je me suis retrouvée... Dans quel domaine Alors, je travaillais pour le Quai d'Orsay et je dirigeais... Affaires étrangères, donc oui. Voilà, le ministère des Affaires étrangères, département culture, j'ai dirigé notamment 5 instituts français. Donc, D'accord. 2 fois, au cours de... Donc, en arrivant dans des établissements dont je prenais la direction, j'ai trouvé des dysfonctionnements très graves. C'est-à-dire, la première fois, j'ai trouvé un soupçon de détournement de fonds au-delà d'1 million. Et ce qu'on appellerait une mauvaise gestion, puisque j'avais 61 agents sans contrat de travail, certains depuis 17 ans, pas de comptabilité sur les contrats, enfin bref, un soupçon de détournement de fonds et une très mauvaise gestion. Et je me suis retrouvée menacée de sanctions disciplinaires par mon ministère, mais surtout placée sous contrat de mort par l'auteur présumé des faits qui était le président de l'institution depuis plus de 17 ans. J'ai été déplacée sur un plus petit poste, donc après avoir été quand même en grande difficulté, menacée d'être licenciée, mais tout s'est atténué. J'avais d'excellentes notes auparavant, j'avais un parcours d'agent exceptionnel, ce qui m'a aidé la première fois. J'ai été déplacée, je suis passée d'un poste de 10 000 m² et 61 agents à un poste de 105 m² et 3 agents, c'est ce qu'on appelle une promotion. Oui, c'est une vraie promotion. Et ça, je suis redevenue une excellente élève, très bien notée, un excellent agent, etc. J'ai été renommée sur un très gros poste et manque de chance, j'ai trouvé faux et usage de faux en écriture publique, abus de biens sociaux. Même sur 150 m² et 3 personnes. J'ai fait remonter... Non, c'était le poste, le poste avant, oui. Non, le gros poste qu'on m'a redonné lorsque j'ai après le placard. D'accord. Après le placard, j'ai repris un gros poste. J'ai trouvé donc faux en écriture publique. J'ai remonté la chaîne. On m'a dit, cher ami, on vient de vous redonner un très beau poste. Voulez-vous vraiment mécontenter? Réfléchissez, c'est Noël, etc. J'ai persisté. J'ai envoyé un rapport. J'ai rencontré mon chef politique à Paris qui m'a dit, cher ami, en dessous d'1 million, vous n'intéresserez personne et vous ne vous créerez que des ennuis. Écoutez la voix de la sagesse. Voilà, j'ai persisté. J'ai donc été à nouveau mutée sur un plus petit poste avec une note bloquée. J'ai demandé à voir l'inspection générale et j'ai perdu mon poste et ma carrière. D'accord. Je me suis donc retrouvée à 49 ans, fille d'ouvrier, avec 15 années d'étranger, donc ayant tout perdu, avec 2 parents âgés, malades à charge, qui comptaient sur moi sur leur fin de vie, et avec l'effroyable sentiment que je n'avais jamais rien compris de la vie ou que mes valeurs des années 50 étaient totalement périmées, mais surtout avec le fait de découvrir à mon corps défendant qu'un agent public signalant crimes ou délits n'était pas protégé. Oui, donc il y avait un vide législatif. C'est-à-dire absolument. Que quand vous apportiez la preuve de dysfonctionnement, c'est vous qui étiez coupable. Voilà, enfin, c'était quelque chose qui me semblait au-delà de ma petite personne sans grand intérêt. Je dirais que c'est quelque chose qui me semblait monstrueusement dangereux en termes démocratiques si l'agent public qui est là pour représenter la loi n'est pas protégé s'il signale, en plus en interne, discrètement, etc. Donc, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé la problématique lanceur d'alerte, whistleblowing, j'ai trouvé les législations étrangères. En 2009, j'ai rejoint Transparency, lutte anticorruption, bien évidemment. On cherche une communauté de valeurs, on cherche à retrouver
trouver un sens à sa vie. D'abord, j'ai fait jurisprudence en droit public parce que j'ai attaqué l'État. Je suis passée effectivement, voilà. Le commissaire du gouvernement a fait 30 minutes l'éloge de mon travail et les juges ont dit que j'avais raison. Donc l'État a été condamné alors qu'il n'y avait ni loi ni jurisprudence, ce qui était extraordinaire pour moi. Donc vous avez créé la jurisprudence. Mais c'est le sol sur lequel j'ai reconstruit ma vie, si vous voulez, parce que le sens, le bien, le mal, enfin ces choses simples mais fondamentales pour lesquelles nous vivons, était le monde retrouvait une forme et je retrouvais un sol. Donc j'ai rejoint Transparency International en me disant il faut faire quelque chose pour tous ceux qui viennent derrière moi, plus jamais ça. Et j'ai décidé à ce moment-là, en ayant vu ce qui s'était passé dans d'autres pays depuis 40 ans, il y avait des recherches, des lois, des institutions, etc. Donc je me suis dit, il nous faut une loi. En 2009, j'ai rejoint Transparency, j'ai créé le département alerte éthique. J'ai dit, il nous faut une loi globale comme les Britanniques, qui en ont une depuis 1998. Il nous faut une autorité indépendante de contrôle et de suivi des alertes et éventuellement de protection des lanceurs d'alerte, comme la Nouvelle-Zélande, comme les États-Unis, mais seulement pour l'agent fédéral, etc. Et il nous faut les anglo-saxons sont très bons pour créer des fondations. Nous sommes plus modestes et moins doués pour ça. Donc vous avez créé une maison. Voilà, donc une fondation ou une maison pour les lanceurs d'alerte. Et donc je suis allée voir Sciences Citoyennes qui militait pour les alertes scientifiques depuis longtemps. J'ai rencontré André Cicolella qui avait fait lui jurisprudence contre les éthers de glycol. Et ça a été créé quand ? Alors on s'est réunis en 2009, on était, pour tout ça, pour la loi, l'autorité, etc., on était 8 en 2013, on était 18 pour la loi Sapin 2 en 2016, on était 23 pour le comité de pilotage de la Maison des lanceurs d'alerte à partir de 2017, et la Maison des lanceurs d'alerte a vu le jour à l'Assemblée Générale du 21 novembre 2018. Ah donc il y a quelques mois. Il y a quelques mois, et nous sommes un collectif de 17 ONG, et c'est ça qui est très nouveau dans le monde entier. Oui, j'ai vu Attac, Nothing to Hide, Greenpeace, SNJ, Solidaire, Anticorps, Sherpa, et même un syndicat, CGT, UGI, ICT. Il y a plusieurs syndicats. Il y a 3 syndicats. En fait, l'idée, c'est que chacun d'entre nous avait, au fur et à mesure, bricolé, essayé d'aider des lanceurs d'alerte sans toujours réussir, était submergé par des dossiers. Nous, à Transparency, on a créé une espèce de centre d'assistance en septembre 2014. De septembre 2014 à novembre 2018, on a eu 770 demandes d'aide de gens qui sont témoins, victimes de la corruption et lanceurs d'alerte, donc pas seulement des lanceurs d'alerte. Oui, donc victimes, un besoin social énorme. De réagir et de dire. Alors justement, Alexandre Berthelot, je voudrais aussi avoir un peu votre itinéraire, parce que vous êtes biologiste, vous êtes diplômé de l'ESSEC et vous êtes ex-dirigeant d'Immonetics Europe, Immonetics, c'est ça se prononce, Immonetics. Et vous, alors, vous avez été lanceur d'alerte. Alors, votre itinéraire, comment avez-vous rejoint justement ce mouvement, cette maison ? Alors, c'est extrêmement lié au fait que vous êtes lanceur d'alerte. Quelquefois, quel que soit votre niveau de responsabilité, à un moment donné, le système vous éjecte et vous vous retrouvez totalement esseulé, sans aide, sans support, sans soutien. Alors, vous étiez dans quel domaine, vous-même, Immonetics ? Alors, c'est un domaine médical. Immonetics commercialise des machines d'aphérèse. D'aphérèse, alors pour faire simple. Oui, pour expliquer aux auditeurs. On a des donneurs de sang, ces donneurs de sang donnent leur sang soit en sang total, ce qui n'est pas le cas d'Immonetics, soit ces donneurs de sang donnent sur des machines. D'accord. Et ces machines vont prendre le sang du donneur et ensuite le séparer en plaquettes, en plasma et en globules rouges. D'accord. Voilà, à peu près. D'accord. Et donc Immonetics, c'est le leader mondial de la fabrication et de la distribution de ces machines qui servent à fabriquer du plasma, des plaquettes. Qui font ces machines-là, qui distribuent. Enfin, exactement. Oui, d'accord. Voilà. Qui répartissent, oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, dans le cas donc de mes responsabilités, au fur et à mesure de mon activité dans cette entreprise, on a mis en évidence avec mon collaborateur le plus proche, qui était responsable des ventes en France, de dysfonctionnements graves au sein de l'entreprise. Je pourrais donner un exemple, notamment, c'est la distribution et la vente de pièces détachées de récupération dans le cadre d'un marché public, au lieu de pièces neuves. Alors ça paraît anodin quand c'est dit comme ça, simplement quand ça touche des pièces spécifiques de cette machine, par exemple la centrifugeuse, on peut avoir une libération importante, massive,
de particules qui sont des particules cancérigènes. Ah oui. Qu'on appelle... Vous voulez dire que ça peut nuire très gravement à cette répartition du sang, etc. etc. Ah, exactement. Ouais. Et on peut avoir une intoxication et une contamination des donneurs, mais pas que des donneurs, aussi du personnel de santé, alors on peut donner un exemple, qui peuvent être soumis à des toxiques tels que par exemple le formaldéhyde. Donc on a communiqué en interne bien évidemment, contrairement à ce que je croyais, j'ai eu une réaction d'une très grande violence, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la panoplie totale. À Immonetics comme au Quai d'Orsay, on réagit de la même façon. Écoutez, c'est du copier-coller, et ça a été la panoplie du petit harceleur. Donc on a licencié mes collaborateurs, enfin je vous en passe, ça serait un peu long à expliquer, mais globalement, le chemin de croix a été long, et j'ai finalement décidé de démissionner de mes fonctions de dirigeant pour pouvoir mieux dénoncer les situations telles que celle-là. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est l'absence totale de réactivité et même le refus de la part de qui ? De la part d'Immonetics International, de vouloir corriger en amont leurs erreurs, et le fait aussi... Alors, ils sont quoi, le siège est où ? Est à Boston. C'est américain, tout à fait. C'est une société américaine, multinationale, qui est cotée au New York Stock Exchange à New York. D'accord. Mais déconvenu, c'est pas arrêté là. Quand j'ai voulu intervenir auprès des autorités de santé avec alertes en France, voilà, je me suis heurté à une fin de non-recevoir de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Le président des établissements du sang était totalement dans le déni de la situation, alors que ces machines sont formidables, tout va très bien. Exactement. Vous parlez, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, on a commencé à se dire qu'il y avait quand même une anguille sous roche derrière tout ça, jusqu'à ce que la NSM, au bout de 1000 jours de travail et d'alerte et de communication de pièces et de preuves, a fini par nommer un comité scientifique. Et ce comité scientifique a confirmé que nous avions raison et que ces machines devaient être retirées du marché. Et vous les avez attaquées ? Alors, d'une part, ces machines n'ont pas été retirées. C'est la première fois de l'histoire de la NSM que la NSM n'entend même pas ses experts. Et on a été obligé, finalement, puisque l'article 40, le fameux article 40 du Code de procédure pénale, qui aurait dû être activé et par le directeur général de la NSM et d'autres hauts fonctionnaires, n'a jamais été fait. Et du coup, on a été obligé de porter plainte au tribunal de grande instance de Paris, pôle santé, pour non-respect de... Alors, résultat, dites-moi, parce que malheureusement, on n'a pas tout le temps de développer, mais je veux dire, simplement, vous avez obtenu gain de cause ? Alors, une partie de ces machines ont été retirées. D'accord. Les plus dangereuses, non. Et aujourd'hui, on a participé à une enquête préliminaire qui est donc diligentée par le procureur de la République. Moi, j'ai été moi-même entendu 24 heures, 3 fois 8 heures, par 2 officiers de police judiciaire qui ont remarquablement fait leur travail, à mon point de vue. Mais on est toujours en l'attente du retrait de ces machines. Bon, alors ça, c'est, voilà par exemple, deux affaires importantes. L'une dans le domaine médical, l'autre dans le domaine public, les affaires étrangères, qui est quand même pas mal, où on voit très 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 bien, et ça s'est vu, et on va pas rappeler de Julian Assange, on va pas rappeler les grandes histoires des lanceurs d'alerte, c'est toujours pareil, c'est le pouvoir, où qu'il soit, quel qu'il soit, de quelque couleur politique qu'il soit, ils se défendent. Voilà, circuler, rien à voir, tout va bien, et puis écoutez, si vous avez des choses à dire, dites-le entre vous, et puis si vous voulez pas être embêté pour votre carrière, évidemment, la plupart des gens malheureusement, beaucoup se plient, et d'autres, heureusement, ne se plient pas. Je voulais demander, Nicole Marie Meyer, tout le monde peut être lanceur d'alerte ? Pour vous, lanceur d'alerte, si on avait à définir, qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte ? Il faut quand même le définir. Alors, Transparency dit c'est toute personne qui fait un signalement concernant un acte illégal, illicite ou dangereux pour autrui, touchant à l'intérêt général, aux personnes ayant le pouvoir d'y mettre fin. L'idée, si vous voulez, c'est faire un signalement d'intérêt général. Donc, bien évidemment, je veux dire, le lanceur d'alerte, c'est ni une vocation, ni un métier. C'est généralement une tragédie ou un accident dans sa vie. Vous tombez sur un fait d'intérêt général, vous faites ce signalement en tant que, soit par devoir professionnel, soit par devoir de citoyen.
et généralement le ciel vous tombe sur la tête, ce qui est la grande différence avec le délateur ou le dénonciateur intéressé, à but intéressé. Alors la France, après ce combat des ONG quand même très long, puisque nous on a commencé en 2009 et on s'est vraiment battu pour la loi Sapin 2 qu'on a écrit en amont. Ouais. Donc en 2016, on a obtenu une loi de protection, la loi dite Sapin 2, qui a donné la définition la plus ouverte au monde, parce que, ça nous vient du Conseil de l'Europe. Qui est laquelle? Parce que c'est toute personne physique qui signale de manière désintéressée, ça c'est contre la rémunération à l'américaine et contre l'informateur, indicateur de police. Donc, de manière désintéressée et de bonne foi, ça veut dire qu'on croit à l'authenticité des faits. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais et de bonne foi. Donc un crime ou un délit, vous voyez d'où ça vient, une violation grave et manifeste de la loi et du règlement, alors également toutes les violations du droit international, ce qui est normal, si ratifié par la France, et c'est là que c'était très nouveau et c'est très remarquable, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général. Et pour la première fois, parce que depuis 1978, vous avez eu des expérimentations, des lois sectorielles, donc juste la santé ou l'environnement, ou des lois globales, on protège le maximum. Mais vous aviez une énumération. Vous aviez une énumération, et on partait de 5 signalements. L'agent fédéral américain en 1978, la Jamaïque va faire en 2015 une loi avec 18 signalements protégés, et vous oubliez toujours quelque chose, c'est typiquement cette zone grise, soit ce que vous n'avez pas identifié et que vous ne connaissez pas, soit cette zone grise qui n'est pas encore qualifiée d'illégale. Regardez les rescrits fiscaux Antoine Deltour. Qui a entendu parler des rescrits fiscaux avant Antoine Deltour? Personne. Bon, donc si vous faites une liste énumérative, vous oubliez toujours quelque chose. Si vous prenez le concept menace ou préjudice pour l'intérêt général, donc, tout ce qui va surgir va être protégé. Alors, cette loi protège donc toute personne qui signale, mais physique, pas morale. Vous avez l'autorité indépendante qui est le défenseur des droits, c'est quand même l'autorité la plus haute inscrite dans la Constitution, qui est en charge d'orienter et de défendre les droits et libertés, donc qui va vous suivre à toute étape du signalement. Vous avez une procédure de signalement qui est très claire, qui a été inscrite dans la loi, une procédure... et vous avez une protection intégrale contre toute représaille et la réparation intégrale des dommages qui a fonctionné, parce que il y a eu des condamnations et 2 lanceurs d'alerte ont récupéré leur salaire du jour du licenciement au jour de la réintégration. On a eu un arrêt avec 100 mois de salaire de payé, 533 600 €, ce qui devient dissuasif pour un employeur. Et il y a des sanctions. Ça a été déjà obtenu et fait. Après la loi Sapin 2, vous avez 2 arrêts comme ça qui sont tombés, et même pour des faits survenant avant, ce qui était intéressant. Et vous avez aussi des sanctions pénales, prison et amende pour rupture de la confidentialité. Donc, si le destinataire le dispositif d'alerte est obligatoire pour toute organisation de plus de 50 salariés aujourd'hui. Bon, donc si le destinataire de l'alerte diffuse l'identité, je veux dire, il est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. 2 ans de prison. Oui, c'est pas mal. Voilà. Et tout obstacle de quelque façon que ce soit au signalement est passible de prison également. Alors, juste un mot par rapport à ça. Est-ce que donc, je pose aussi la question à Alexandre Berthelot, est-ce que, en fait, tout le monde, évidemment, dans un certain cycle, et c'est bien que vous fassiez, vraiment, il faut faire comprendre à tous nos auditeurs que lanceur d'alerte, c'est presque, je dirais, les antipodes de dénonciateurs. Il ne s'agit pas de dénoncer, il ne s'agit pas de régler ses comptes avec tel ou tel ou tel, mais quand il y a quelque chose de grave, de dysfonctionnement grave, il faut pouvoir le dire, c'est un acte civique, il faut le dire. Lanceur d'alerte, c'est quelque part un acte civique. Dites-moi, donc, toute personne qui est intéressée, comment peut-elle s'adresser à vous? Comment peut-elle joindre la maison des lanceurs d'alerte? Je vais laisser Nicole plutôt répondre à cette question très précise. Mais vous, alors avant que Nicole réponde, est-ce que vous avez été, vous en êtes où? Vous avez vous-même, je veux dire, par rapport à ce que vous avez eu, puisque vous avez démissionné vous-même, hein, est-ce que vous avez demandé des réparations, etc., ou pas du tout? Oui, de manière assez logique. Avant, je voudrais juste revenir sur une procédure, au-delà de mon cas personnel, mais sur une procédure qui touche les donneurs de sang, qui sont les principales victimes de cette exposition à des composés cancérigènes. Donc notre avocate et l'avocate aussi donc de ce groupe de donneurs de sang, ont porté
plainte, ont déposé une plainte au tribunal de grande instance de Paris hier. Et je voulais souligner le courage de ces donneurs de sang, puisque c'est quand même, c'est toujours très difficile de s'impliquer, de déposer une plainte, de s'engager. C'est vraiment une forme d'implication. Il y a énormément de gens qui, dans leur vie, ont l'envie de le faire. Mais le courage, la volonté, l'abnégation, il faut une forme de résilience incroyable pour le faire. Et donc, je voulais il faut encourager, féliciter. Il faut d'ailleurs encourager tous ceux, et je pense qu'il s'en trouve parmi nos auditeurs, et qui iraient. Il s'agit de vraiment dire les choses quand quelque chose ne va pas au vrai sens du terme. Alors pour vous rejoindre, comment on fait quelqu'un qui est intéressé, qui veut justement à une affaire, à quelque chose à déposer, concrètement? Alors, pour le moment, concrètement, d'une part, on peut nous rejoindre, donc devenir membre avec toutes les inscriptions en ligne normales. Donc, vous nous trouvez facilement, effectivement, sinon, vous donnerez les coordonnées. Sinon, on a une permanence. C'est Maison des lanceurs d'alerte. C'est Maison des lanceurs d'alerte. Donc, sur Google, vous tombez sur absolument. Toutes les données utiles. Nous avons une permanence juridique qui n'est pas encore ouverte officiellement parce qu'on est encore dans la finalisation des procédures avec le conseil d'administration, mais nous traitons les dossiers qui nous viennent pour le moment par tout le collectif des ONG. Donc pour le moment, si on a une affaire à nous transmettre, il y a à la fois l'adresse contact@mlalerte.org, mais ne pas envoyer de pièces, ne rien envoyer de confidentiel, simplement dire que vous voulez faire un contact. C'est pour ça qu'il y aura ensuite simplement une permanence téléphonique pour ne pas que des pièces soient dispersées ou diffusées là où elles ne devraient pas l'être. Et d'autre part, effectivement, vous pouvez sinon saisir chaque membre du collectif qui nous fera transmettre le dossier. On le fera par le mail. À partir d'avril, il y aura une permanence juridique avec un numéro inscrit et une adresse mail. Nous le donnerons. Ne jamais envoyer de pièces. En tout cas, merci à tous les deux, Alexandre Berthelot et Nicole Marie-Meyer, membres de la Maison des lanceurs d'alerte. Merci à vous également, André Berkoff. On vous retrouve demain à midi dans tous vos états culturels en compagnie de Céline Alonso. À suivre sur Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis aujourd'hui reçoit l'animateur Vincent Lagaffe. Excellente journée à vous sur Sud Radio.